Voilà, merci beaucoup Laurence, merci M. Labbé. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de Nancy. C'est le lieu de dire qu'il y a une belle synergie entre l'espérance que l'Église nous propose en cette année jubilaire et le thème de votre campagne, Tisser l'espoir pour la prévention du suicide. Alors merci à vous, merci aussi à Jacinthe qui est là et à Tiana. Nous allons vous laisser la parole. Alors, c'est avec grand plaisir que je vais tenter avec vous aujourd'hui de démystifier les services du Centre de prévention du suicide. On travaille souvent dans l'ombre et dans le fond, aujourd'hui, la prochaine. Donc aujourd'hui, c'est ça, je vais parler de mon travail. J'adore parler de mon travail, mais je voudrais que vous sachiez que si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à lever la main et à m'interrompre. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions au fur et à mesure. Je vais essayer aussi de vulgariser ma présentation aux gens de la population, parce que souvent aussi on fait des présentations de services dans les organismes, dans les milieux, dans le réseau. Alors je vais essayer de vous mettre ça le plus simple possible pour être en mesure de bien vous expliquer tous les services du centre. Je ne dis pas souvent, j'en parle très rarement. En fait, moi aussi, je suis endeuillée par suicide de 3 personnes proches dans ma famille. Alors, je ne croyais pas un jour faire carrière dans la prévention du suicide. Alors, moi, quand on dit qu'on ne trouve pas de sens à ces gestes de souffrance-là, ma manière à moi d'avoir trouvé de la résilience, c'est en aidant les gens et en faisant carrière à essayer de prévenir le suicide le plus possible. Alors, si vous êtes d'accord, je vais débuter maintenant la présentation. Et comme je le disais, vous n'hésitez pas à m'interrompre en cas de besoin. Alors, le Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise du Bas-Saint-Laurent, c'est un organisme communautaire dûment constitué et reconnu comme œuvrant en santé et services sociaux depuis 1988. Notre mission principale est la prévention du suicide et l'intervention auprès des personnes vivant des situations de crise. Il n'y a pas beaucoup de centres de prévention du suicide au Québec qui portent les 2 entités. Comme nous avons la portion vraiment centre de prévention du suicide et nous avons aussi la portion centre de crise qui est le côté hébergement de notre maison. Si je vous explique un peu c'est quoi le centre de prévention, c'est parce que des fois quand on entend centre de crise, c'est sûr que c'est un mot qui peut faire peur. On peut penser que les gens sont toujours en crise ou que ça pleure et ça crie entre nos murs, alors que c'est un milieu vraiment reposant, accueillant et bienveillant. C'est un lieu de protection où les gens vont venir prendre du recul quand ils vivent une situation de détresse. La portion centre de prévention du suicide, elle, est vraiment pour intervenir auprès des personnes suicidaires, leurs proches et les personnes aussi qui sont endeuillées par suicide. Donc, via les lignes d'intervention, si nous avons quelqu'un qui a besoin d'hébergement, bien, on va le référer directement à notre service d'hébergement qui sont 2 entités sous le même toit.
Est-ce que jusque-là, ça allait pour tout le monde? Alors, nous avons différents services offerts que je vais tenter de vous expliquer un par un. Je vais d'abord vous les énumérer, puis après, je vais les reprendre un par un pour vous les expliquer. Alors, dans le fond, nous avons la ligne d'intervention téléphonique 24/7. Nous avons l'hébergement de crise. Nous faisons également l'hébergement transitoire, du suivi étroit dans la communauté, de la postvention. Nous avons aussi le groupe Candelier Phare dans la tempête. Nous offrons une formation que nous appelons la formation Sentinelle. Et nous avons aussi l'escouade 24/7 qui vient nous aider, qui vient à la rescousse quand on a des difficultés à faire des interventions par téléphone. Alors, à partir de maintenant, je vais vous les détailler un par un. La ligne d'intervention téléphonique, c'est vraiment la porte d'entrée de nos services. Donc, quand on voit le numéro 1866 appel, le 1866-277-3553, c'est à Rimouski que ça répond. On est là 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Et ce sont tous des intervenants dûment formés qui répondent aux appels 24/7. Donc, en faisant le 1866-277-3553, vous avez immédiatement accès à un intervenant qui va être là pour vous aider. L'intervention téléphonique dessert 4 territoires. Dans le fond, il y a le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, et parfois aussi nous venons en renfort à nos collègues de la Côte-Nord qui ont besoin de notre support parce qu'ils ont eu beaucoup de pénurie de personnel. Donc, souvent, nous allons répondre aussi pour le Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord, surtout les nuits et la fin de semaine. Donc, ça veut dire qu'on couvre tout le Bas-Saint-Laurent complet. Ça fait que ça nous fait quand même, on ne chôme pas au Centre de prévention du suicide par notre territoire. Les lignes sonnent, puis c'est correct, c'est ce qu'on veut. On veut que les gens, on veut prévenir le suicide, on veut que les gens nous appellent, on veut qu'ils aillent chercher de l'aide, fait que c'est ça qu'on souhaite. C'est pour ça qu'on fait tous notre travail du mieux qu'on peut pour prévenir le suicide. Qui peut bénéficier de ce service? Bien, c'est toute personne en état de vulnérabilité ou en situation de crise. Dans le fond, ce n'est pas nécessaire d'avoir des idéations suicidaires pour appeler le centre de prévention. C'est sûr que si vous en avez, vous pouvez appeler, mais si vous vivez toute forme de crise, comme une rupture amoureuse, une perte d'emploi, difficulté au niveau de la garde de vos enfants, vous vivez n'importe quelle embûche dans votre vie, vous avez besoin de parler avec quelqu'un, vous composez le 1866-277-3553 et nos intervenants, mon équipe et moi, on va prendre le temps de vous écouter, puis ensemble, on va essayer de trouver des solutions. On va mettre en place des choses pour assurer que l'état de crise se résolve. Alors, qui peut bénéficier du service? C'est toute personne endeuillée par suicide, les proches d'une personne en situation de crise, et il y a aussi, comme je vous parlais tantôt de la formation Sentinelle, c'est une formation offerte dans le fond à toute personne, à toute la population, aux organismes communautaires, il s'agit dans le fond, cette formation-là forme les gens de la communauté à repérer les personnes vulnérables et à nous les référer. Dans le fond, le rôle de la sentinelle, c'est pour ça qu'on dit une sentinelle dans la communauté, c'est vraiment son rôle est de repérer. Ça peut être, je raconte toujours l'histoire de la coiffeuse. Vous savez, quand on va se faire coiffer, des fois, ça fait comme 10 ans qu'on a la même coiffeuse. Notre coiffeuse va nous demander, bien, comment ça va aujourd'hui? Et là, la coiffeuse se fait répondre par sa cliente, bien, ça va pas bien hier, j'ai manqué tout de prendre mes médicaments. Donc, la coiffeuse savait quoi faire parce qu'elle avait suivi la formation Sentinelle qui était de repérer et référer. Donc, elle a dit à sa cliente, par exemple, bien, moi, je suis inquiète pour toi, je vais devoir contacter le centre de prévention pour qu'il puisse te venir en aide. Fait que la formation Sentinelle, ça s'offre vraiment à monsieur, madame, tout le monde, ainsi qu'aux organismes communautaires et au milieu de travail pour repérer justement quand la prévention du suicide n'est pas notre quotidien comme nous ça l'est, ça peut devenir un peu complexe. Fait que c'est une petite formation de 7 heures qui
qui vient bonifier des fois nos connaissances. C'est sûr si quelqu'un nous verbalise des choses, c'est plus facile de repérer, mais des fois, ça peut être plus subtil que ça. Alors, la Fondation Sentinelle nous accompagne dans ces difficultés-là. On offre le Centre de prévention du suicide, je dis toujours qu'on ne travaille pas seul, c'est un travail d'équipe. Donc, on a souvent aussi des professionnels qui vont nous consulter, dont c'est pas nécessairement non plus, je vais excuser le terme, mais je vais dire leur routine quotidienne de prévenir le suicide, donc ils se sentent un petit peu moins à l'aise parfois. Donc, on va offrir aussi ce support-là aux intervenants du milieu qui côtoient eux aussi des gens ayant des idéations suicidaires ou diverses problématiques. Fait que pour être sûr d'avoir fait bien leur travail puis de s'assurer que la personne est en sécurité, des fois, ça va arriver que les intervenants vont nous appeler pour qu'on puisse comme faire du coaching et les accompagner dans nos interventions quand ils se sentent moins outillés. Ça peut être quelqu'un qui a quelqu'un dans son bureau, un intervenant qui a une personne dans son bureau qui va nous dire ben moi j'aurais peut-être besoin que ma personne aille en hébergement, par exemple. À ce moment-là, ils vont nous appeler. Ou là, j'ai fait telle intervention avec telle personne. Est-ce que j'étais correct? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mis les bonnes choses en place? Parce que c'est important, nous on travaille pour la prévention, mais je vous dirais aussi que le partenariat avec tous les autres organismes et le réseau de la santé sont très importants pour nous, parce que plus on est de gens autour de la personne en détresse, plus on a des chances qu'elle passe au travers de ces difficultés. On dit toujours que le suicide est une solution permanente à des problèmes qui sont temporaires. Donc nous, on va essayer d'accompagner ces gens-là pour arriver à être le plus possible autour de la personne souffrante pour le vulnérable. On serait rendu maintenant à l'hébergement de crise. Dans le fond, nous sommes une alternative à l'hospitalisation. Donc, quelqu'un qui pouvait se présenter à l'hôpital en ayant des idéations suicidaires pourrait rencontrer un médecin et pourrait ensuite, s'il est en contrôle par rapport à ses idéations suicidaires, parce que c'est sûr que nous n'avons pas de gardien de sécurité, nous sommes des intervenants, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière, donc c'est sûr qu'on ne peut pas assurer ces soins-là. Et si une personne vit une situation de crise et qu'elle sent qu'elle a encore un certain contrôle sur ses idéations suicidaires, bien, elle pourrait venir en hébergement le temps de résorber sa crise de vie actuelle. Donc nous, c'est ça qu'on va faire, on va faire de l'accompagnement, on va mettre des choses en place, on va l'accompagner dans ses démarches, on va lui faire une rencontre par jour avec diverses choses. On va essayer de rétablir ses rythmes de base, on va l'encourager pour que quand elle retourne chez elle, la crise soit un peu moins intense. Donc, l'hébergement, c'est du 0-14 jours. On fait du court terme parce qu'on considère qu'un état de crise, ça dure en moyenne 72 heures. Donc, le temps que la personne arrive, elle se dépose, la crise diminue un peu, on l'accompagne. On peut dire que les gens vont rester en moyenne de 5, 6, 7 jours. Ça peut arriver qu'il y en a qui vont faire du 14 jours aussi. C'est plus rare. Il y en a qui vont faire un séjour de 2 jours et c'est suffisant. Ça dépend toujours de la personne et nous, on y va vraiment dans l'accompagnement. On ne fait pas à la place d'eux, mais on prend la main et on accompagne. Alors, ce n'est pas nécessaire d'avoir une référence médicale pour venir en hébergement. Vous n'avez seulement qu'à composer le 1-866-277-3553 et un intervenant va vous expliquer comment peut fonctionner l'hébergement. Puis, dans le fond, ce qui est important, par exemple, c'est qu'avant de nous référer quelqu'un, on doit toujours parler à la personne auparavant pour savoir si l'hébergement, c'est vraiment la chose qui lui convient et pour voir aussi si elle adhère bien parce qu'on a quand même des règles de vie. On a une maison d'hébergement de 9 lits. Donc, si on n'avait pas des règles de vie, ça serait un petit peu le chaos dans la maison. Donc, il faut savoir si la personne adhère aux règles de vie. Il faut savoir aussi, parce que c'est un milieu de vie volontaire, donc on ne voudrait pas forcer quelqu'un à venir en hébergement. S'il vient, c'est parce qu'il veut changer des choses, il veut de l'accompagnement, il veut sa situation, il veut avoir de l'aide dans la situation actuelle. Donc, on doit toujours parler à la personne avant de la mettre en hébergement. L'hébergement de crise va desservir les 4 territoires suivants,
soit Rimouski Neigette, la Métis, la Matapédia et la Matanie. Ça veut dire que tous ces gens-là peuvent venir en hébergement. On ne désire pas plus grand parce que malheureusement, c'est pas parce qu'on n'a pas de demande de l'extérieur, parce qu'avec toute la souffrance qui se passe dans les derniers temps, dans les dernières années, on voit une recrudescence de nos demandes d'aide. Donc, c'est sûr que des fois, on a des demandes de l'extérieur et on est obligé de refuser parce qu'on n'a pas les sous suffisants pour, dans le fond, héberger les gens qui ne sont pas sur notre territoire. Donc, on essaie dans ce temps-là de les référer plus dans des ressources de leur secteur, tout ça. Des fois, ça peut arriver qu'on va prendre une personne exceptionnellement qui va arriver quand on dit qu'on fait l'hébergement transitoire. Ça peut arriver qu'on va prendre une personne d'un point A au point B, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir quelqu'un, par exemple, qui a des problématiques de consommation d'alcool, qui est allé à l'hôpital, qui a fait son sevrage, qui part en thérapie dans 5 jours, mais qui sait que s'il retourne chez lui, il va reconsommer, il va rechuter et il y a des craintes. Donc, il pourrait venir en hébergement quelques jours le temps d'intégrer la thérapie, même si on ne considère pas que c'est un état de crise, d'état de crise nécessairement, mais on va faire de l'accompagnement dans ce sens-là aussi pour l'accompagner dans sa démarche de maintenir sa sobriété avant de partir en thérapie. Comme je le disais tantôt, c'est important aussi de valider si on a de la place en hébergement parce qu'on n'a seulement que 9 lits. Ça peut arriver que l'hébergement soit complet. À ce moment-là, si jamais l'hébergement était complet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la personne sur une liste d'attente et on va faire des relances téléphoniques à la personne pour toujours s'assurer qu'elle soit en sécurité jusqu'à ce qu'elle ait une place ici libre. On va l'appeler à ce moment-là et on va lui dire « tu peux t'en venir en hébergement ». Donc, c'est très important. Vous appelez, vous validez est-ce que vous avez de la place. Comme je le disais, on valide les règles de vie et on valide les critères d'admissibilité à l'hébergement. C'est sûr que notre mandat n'est pas vraiment l'itinérance. On le sait que l'itinérance à Rimouski, on en a de plus en plus. Évidemment, les ressources, des fois, sont complètes. Et je ne vous dis pas non plus qu'on va laisser quelqu'un qui va frapper à la porte sur le balcon à moins 30, qu'on va le laisser dormir dehors. On va lui offrir un répit de quelques jours avec la nourriture, de pouvoir prendre une douche, puis après, on va essayer de le référer vers d'autres ressources. On a vu cet été aussi ce que j'avais jamais vu en 20 ans de carrière, c'est vraiment quelqu'un qui était déjà venu en hébergement, puis que dans le fond, il s'est présenté à la porte parce qu'il avait faim. Alors, c'est pas notre mandat non plus de nourrir la population qui frappe aux portes. Mais moi, j'ai beaucoup de difficulté à laisser quelqu'un sur notre balcon qui n'a pas de nourriture, donc on lui a donné des petits dons pour qu'il puisse se nourrir et continuer son chemin. Alors, des fois, il y a l'esprit de la règle et l'esprit de la règle. Qui peut bénéficier du service en hébergement? Bien, comme je le disais, c'est avoir 18 ans ou plus ou un profil adulte. Par profil adulte, on entend quelqu'un, un étudiant par exemple, qui vient de la Gaspésie, qui est au cégep, qui a 17 ans, mais qui a son appartement, qui paye ses choses, qui est autonome, il pourrait venir en hébergement bénéficier des services de crise. Il faut vivre bien sûr une crise suicidaire ou psychosociale. Comme je vous disais, des fois, quand ça frappe à la porte, c'est des besoins plus primaires, ça peut arriver qu'on va faire des exceptions. Comme je le disais, on ne laissera pas quelqu'un dans la rue ou quelqu'un qui a faim. On ne laissera pas mourir de faim non plus. Il faut accepter les services sur base volontaire. C'est sûr que c'est pas comme la psychiatrie où des fois on se retrouve hospitalisé. C'est pas un filet de sécurité non plus. On ne peut pas contrôler les allées et venues des gens. Donc, dans le jour, ils peuvent sortir, ils peuvent aller faire leurs choses et revenir après. C'est là que le contrôle est important. Donc, si on leur fait confiance, on les laisse sortir, c'est parce qu'on sait qu'ils vont revenir. Donc, il faut vraiment être volontaire. On ne peut pas forcer quelqu'un à venir en hébergement. Il faut être non-violent, sobre, posséder une autonomie fonctionnelle, accepter de respecter les règles de vie. Il ne faut pas que ça nécessite, comme je le disais tantôt, il ne faut pas que ça nécessite de surveillance médicale. Et pour le moment, malheureusement, nos installations ne sont pas encore adaptées
pour les personnes à mobilité réduite, mais je vous dirais qu'il y a des travaux majeurs qui vont s'entamer au centre de prévention à l'automne, donc c'est prévu qu'on ait une chambre maintenant adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Parce que présentement, c'est une grosse maison de 3 étages et les chambres sont tous au 2e étage, donc il y a un escalier à monter, fait que pour les personnes à mobilité réduite, on n'est pas adapté. Mais là, avec les travaux qu'on va faire, on va pouvoir adapter une chambre parce que je me souviens, entre autres, d'un monsieur qui venait en hébergement, ça lui faisait du bien, mais aujourd'hui, il y a maintenant une marchette, donc il ne peut plus venir en hébergement à cause qu'il ne peut plus monter les marches. Mais quand il venait, ça résorbait toujours sa crise, ça l'apaisait, ça lui faisait du bien. Fait que je trouve ça triste qu'il ne puisse plus venir en hébergement à cause de sa mobilité. Mais ça, à partir de l'automne, ça va être aussi plus adapté, puis on va pouvoir accueillir ces gens-là. Le suivi étroit dans la communauté, je vais en parler un petit peu moins longuement parce que c'est un suivi qui s'offre vraiment aux gens qui représentent un haut potentiel suicidaire. Donc, on a des intervenants au centre de prévention qui sont formés pour faire du suivi étroit, dans le fond. Puis, c'est pas que c'est une formation particulière, c'est juste que c'est vraiment une intensité de service. Donc, quelqu'un qui se présenterait à l'hôpital, qui aurait fait une tentative de suicide, pourrait rapidement avoir un suivi étroit, puisque de notre part, l'intervenant, il y a 72 heures pour entrer en contact avec la personne vulnérable. Donc, on sait que dans les CLSC, à l'accueil du CLSC, si on fait une demande de service, on peut attendre de 6 mois à 1 an présentement. Alors, pour nous, pour ceux qui représentent un haut potentiel suicidaire ou qui ont déjà fait une tentative, la prise en charge est entre 0 et 72 heures. Donc, rapidement, la personne va se sentir accompagnée dans ce qu'elle vit et la prise en charge est très rapide. Fait que c'est 10 rencontres qu'on offre le temps que la crise se résolve. Fait que dans le fond, pour avoir droit au suivi étroit, c'est soit on reçoit des références de l'hôpital, c'est les personnes qui vont contacter des fois la ligne d'intervention qu'on va se dire, oups, cette personne-là, peut-être qu'elle aurait besoin de suivi étroit. C'est les gens qui n'ont pas de suivi psychosocial non plus. Des fois, on va pallier un petit peu au réseau. On va les prendre en charge le temps qu'ils soient pris en charge par le réseau par la suite. C'est des problèmes, c'est des personnes aux prises avec des troubles de santé mentale. C'est des personnes aux prises avec une comorbidité au plan de la santé mentale, par exemple, dépression, problème de dépendance. Et c'est aussi offert aux personnes ayant une dépendance quelconque. Il y a aussi les services de postvention. Malheureusement, il y a encore 3 suicides par jour au Québec présentement. Alors, quand il est trop tard, il reste que nos proches ont besoin. Alors, on offre des services des séances de verbalisation individuelle et familiale aux proches qui sont endeuillés par suicide. On fait du suivi de deuil individuel aussi avec les personnes qui sont endeuillées. On va faire aussi, au besoin, des interventions familiales quand il y a des jeunes enfants ou que les parents ont besoin d'être liés avec les enfants aussi. Et après 10 ans d'absence, on a remis sur pied à l'automne dernier le groupe de soutien Phare dans la tempête, qui est vraiment un groupe pour les personnes endeuillées par suicide, où de par le but du groupe, c'est vraiment, de par des ateliers, de par des activités, d'essayer de rendre le deuil plus doux. Le but n'étant pas de résorber complètement le deuil, hein, parce que le deuil par suicide, c'est très complexe, c'est difficile, mais le but étant plutôt de rendre ça plus doux et plus sensible et plus accueillant pour les gens qui vivent ça. Fait que c'est un groupe, ça a été un très beau groupe cette année et on est content d'avoir une deuxième édition à l'automne cette année aussi. C'est une belle victoire pour nous d'avoir pu remettre ça sur pied, ce groupe-là, parce que les gens ont la formation Sentinelle, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure.
c'est vraiment information qui s'adresse aux adultes, des milieux communautaires, industriels. Ça pourrait même s'adresser à vous ici, juste pour repérer des fois des gens qui sont en situation de détresse. Alors, suite à la formation de 7 heures, la sentinelle est outillée pour reconnaître dans son milieu de vie les signes précurseurs, les comportements suicidaires, et peut ensuite diriger la personne vers les ressources d'aide appropriées. Alors ça aussi, c'est la sentinelle, le mot le dit, elle est dans la communauté, elle ne prend pas en charge, donc c'est pas une charge de plus, c'est vraiment qu'elle va repérer et référer. Je serais rendue maintenant à la petite portion des statistiques. C'est sûr que là, on est dans la portion de notre rapport annuel présentement. Donc, les statistiques que j'ai, je ne les ai pas à jour de cette année. J'ai 2023, 2024. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, cette année, les demandes et de par les lignes d'intervention et de par l'hébergement ont augmenté. Je dirais que je crois qu'on a plus de 1000 appels que l'année passée. Donc, l'année passée, on était à 9 750. Donc, cette année, on serait autour du 10 700, 800 dans ces eaux-là. Il y a 232 personnes qui ont bénéficié du service en occupation de crise. Donc, on a hébergé 232 personnes l'an passé. 19 personnes ont bénéficié du service en occupation transitoire. 32 personnes ont bénéficié d'un service de dépannage et 8 personnes d'autres types ont pu bénéficier également du service d'hébergement. C'est ça pour les statistiques. Je terminerai en vous parlant de l'escouade. L'escouade, dans le fond, c'est un peu comme sous le même principe que les pompiers volontaires avant. Donc, ce sont des intervenants qui travaillent soit dans les CLSC, dans les organismes, et ils sont de garde, dans le fond, une semaine ou 2 semaines par mois, ça dépend de leur contrat de travail. Donc, eux, s'ils sont en train de travailler, puis nous, on les appelle parce qu'on en a besoin, c'est comme des intervenants volants, si on veut. Alors, si nous, on n'arrive pas à faire notre intervention parce que soit la personne ne collabore pas, soit la personne est intoxiquée, on va faire appel à l'escouade. C'est comme un bras d'extension du centre de prévention, dans le fond. Eux, ils vont venir nous aider à s'assurer que la personne soit en sécurité. C'est ça. Fait qu'ils font l'intervention face à face dans le milieu. Ça a permis de résoudre plusieurs crises dans la communauté, dans le milieu de la personne. Ça a évité beaucoup d'applications parce qu'il y a une loi qui existe qui s'appelle la LPP, la loi sur la protection des personnes qui représentent un danger grave imminent. Donc, d'appliquer cette loi-là, c'est vraiment une loi d'exception. Donc, avant de priver quelqu'un de ses droits et de l'envoyer à l'hôpital, on a plein d'étapes à suivre. Donc, des fois, l'escouade peut faire partie de notre plan de sécurité pour soit aller compléter notre intervention, mettre en place un filet de sécurité, ou dans le cas où on n'a pas le choix d'appliquer la LPP, là, c'est eux qui vont décider d'appliquer la loi à ce moment-là, quand on n'a vraiment pas le choix, puis que la personne ne collabore pas, puis qu'il y a un danger pour sa vie ou celle d'autrui. Alors voilà, comme je le disais en début de présentation, parler du suicide sauve des vies. 1-866-277-3553. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Merci. Merci Nancy. Nous allons inviter Tana Paul, responsable du développement philanthropique à la Fondation Prévention du Suicide du Bas-Saint-Laurent à Belleville. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai noté qu'il y a plein de compassion que vous manifestez dans votre service. En tout cas, c'est des mots que j'ai appris à l'église, compassion, et plein de délicatesse. Donc ça me conforte à l'idée qu'il y a une belle synergie entre ce que le jubilé propose en termes d'espérance et ce que vous faites au quotidien. Merci beaucoup. Diana. Merci d'être
toutes et tous présents à ce jour. En tous les cas, ça me fait plaisir de vous voir avec vous. Déjà, j'allais commencer. Donc, moi, c'est Tiana Roll, je m'occupe des communications et du développement philanthropique au centre depuis janvier. Fait que déjà, je voulais commencer par une petite anecdote pour vous montrer un petit peu le travail que l'on fait. Avec Nancy, en février, pour la semaine de prévention du suicide, on était à l'UQAR pour faire animer un kiosque interactif. Donc, on est présent, on présente nos services, on essaie de parler avec ceux qui veulent parler. Sinon, on est juste... Le but, c'est vraiment d'être présent et de montrer qu'on existe et qu'on est là. Puis, il y a M. Hubert Mendy qui passe, qui me voit et qui dit « Ah, tu es rendu là maintenant, tu travailles ici ?» Je dis « Bah oui, je suis restée dans cette belle région pour soutenir cette belle cause. » Puis là, on parle un peu, vraiment de manière très générale. Puis, peut-être un mois après, je pense, il m'appelle, puis il me dit « Écoute, je pense que il y a quelque chose qui a fait son chemin, puis j'ai envie d'essayer quelque chose. Est-ce que vous serez partant avec le centre pour que l'on fasse comme une table ronde ou un panel entre prévention du suicide et espérance ?» Puis là, je soumets l'idée. Et voilà, on est ici aujourd'hui, samedi 24 mai, pour vous dire que chaque petit geste, chaque petite chose peuvent compter pour justement essayer faire en sorte que ce genre d'événement se déroule. Donc nous, à la Fondation, on cherche vraiment à sensibiliser, mais aussi à informer via différentes activités, via différents moyens de communication, que ce soit des communications via les médias sociaux, notre site internet, nos réseaux sociaux, mais aussi physiques. Donc là, souvent, Nancy, d'autres collègues intervenants se déplacent, puis font des présentations de services comme elle vous a fait ce matin. On parle de différentes choses, puis parfois on le fait de manière ludique, avec des activités sportives, des activités culturelles. Parfois c'est vous qui venez vers nous pour nous dire écoutez, on a une initiative, on a envie de faire de quoi, on a envie de soutenir le centre, et là nous on dit on y va, let's go, on part quelque chose, puis ça donne des marathons pour un élan d'espoir, ça donne des soupers spaghettis aux résidences des bâtisseurs, ça donne vraiment tout un tas d'événements qui, indirectement, on est là pour sensibiliser encore une fois et informer. Donc, Nancy parlait tout à l'heure des lits qu'on avait, puisqu'on a un centre de crise, par exemple. Il faut savoir que les dons de ces activités qui rapportent nous permettent parfois, nous permettent principalement d'améliorer aussi la qualité de vie de ces personnes qui sont accueillies chez nous. Donc, mettons, au niveau de l'ameublement, ça permet aussi d'organiser des activités autour de la prévention du suicide. Donc, c'est vraiment, la Fondation est là pour récolter ces dons-là, puisqu'on reste un organisme, donc c'est vraiment pour améliorer la qualité de vie, améliorer la sensibilisation et toujours aller plus loin, parce qu'encore une fois, ça concerne tout un chacun. Et il est important que l'on puisse accéder à différents endroits, différents univers, pour dire ça peut tous nous arriver et on devrait tous y aller appeler le 186 appel, comme si on appelait le docteur pour dire écoutez, j'ai un bobo au pied, j'ai mal, il faut le soigner. C'est ça qu'on essaie de dire, on veut briser les tabous, et on veut donner l'accès en fait à cette prévention. Donc, c'était ce que je voulais dire. Donc, merci encore d'être là. Puis, on compte sur vous pour propager cette information et sensibiliser autour de vous. Merci. Merci. Merci, Fiona. Merci. 27 ans de service, c'est quelque chose. Ah ouais. Ouais. Alors, on a 10 minutes pour échanger, peut-être pour poser des questions à Nancy, à Tiana, peut-être aussi à Jacinthe. Alors, je vais laisser passer le micro. On peut intervenir, on a 10 minutes, après on va passer à la pause café. Moi, j'aurais une question. En fait, une question, premièrement, Nancy, je vous remercie pour votre présentation. Pardon? Ça m'a fait plaisir. Et je suis impressionné surtout de la gamme puis de la multitude de services. Je n'étais pas conscient de tout ce qui existait. Je trouve ça très beau. C'est une question technique parce que pour le programme Sentinelle,
C'est un programme que je comprends qui est accessible, qui est disponible pour tout le monde. Puis moi, ben, les personnes que j'ai connues qui se sont enlevées la vie, pour la plupart, ça a été un choc de dire on l'a pas vu venir. Hein? Je pense qu'on entend ça très souvent, des gens qui disent ben, on l'a pas vu venir. Sentinelle, c'est un programme qui permet d'être plus attentif ou de donner des trucs pour reconnaître ce qui s'en vient. De quelle façon? C'est un programme qui est en ligne, est-ce qu'il est facile d'accès? Est-ce qu'on peut... ce qui est disponible pour être vu? Dans le fond, c'est ça, oui, c'est accessible. Vous pouvez communiquer avec le centre de prévention. C'est une formation qui est gratuite. Je ne l'avais pas précisé tantôt. C'est vrai, c'est une formation qui est gratuite. Elle peut se faire en présentiel ou par visio, je vous dirais. Alors, c'est pas en ligne, c'est vraiment, on a des formateurs qui sont accrédités pour donner cette formation-là. Alors, en communiquant avec notre secrétaire Manon, elle va prendre les noms en note, c'est elle qui monte les groupes. Et dès qu'on a un groupe suffisant, dans le fond, pour faire une formation, on la donne. Merci. Merci. Non, c'est gratuit. Bonjour. D'abord, un gros remerciement pour ce que vous faites, ce que vous êtes. Moi, je travaille à la paroisse au niveau de la pastorale sociale et une fois par mois, je reçois plus de 30 personnes et qui viennent de différentes situations, non seulement économiques. Et quand on a parlé vraiment avec notre comité de pastoral, j'avais partagé que la plupart des personnes qui viennent à la paroisse pour chercher une aide, parfois non seulement c'est une aide économique, c'est qu'ils sont dans un état de crise. Alors, moi, je me posais la question. Je sais qu'ici, Rimouski, il y a tellement d'organismes, mais parfois, chaque organisme travaille en silo. Alors, je me suis dit, comment on peut vraiment unir nos forces, unir nos compétences. Moi, je suis une accompagnatrice et je suis formée pour ça, mais parfois, quand tu reçois 15 personnes dans une journée, dans un matin, vous pouvez imaginer qu'est-ce qui passe et comment envoyer ces personnes qui cherchent parfois une lumière de sortie. Alors, c'est là que je me suis dit, ce matin, c'est une belle opportunité pour prendre conscience non seulement de ce que nous faisons, sinon on touche la réalité. Aujourd'hui, ici à Rimouski, il y a beaucoup de cas. De vous appeler quand vous êtes avec la personne ou de le référer vers nous, parce que c'est sûr que nous, on est la porte d'entrée des services, donc on travaille beaucoup en réseautage avec les autres organismes communautaires et tout ça. Fait que des fois, quand vous avez quelqu'un qui est en crise ou qui aurait besoin d'aide ou qui aurait besoin d'accompagnement, il ne faut pas hésiter à lui donner notre petite carte ou de lui dire d'appeler le 1-866-277-3553. Dans le fond, on va regarder avec la personne qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider et vers où on peut la référer pour être sûr qu'elle ait du soutien dans ce qu'elle vit puis pour l'accompagner dans ses diverses problématiques. Alors, moi, je trouve que le travail de collaboration, il est là parce que je vous vois un peu comme une sentinelle. Vous aussi, dans le fond, vous êtes bien placé pour voir les gens qui ont besoin d'aide. Donc, il ne faut pas hésiter à nous les référer. Ça va vous faire un grand plaisir. Puis ça va alléger peut-être un petit peu votre... de savoir que vous n'êtes pas toute seule non plus, parce que vous n'êtes pas sûr. C'est ça, le centre de prévention du suicide ne dort jamais. Donc, il est là 24 heures sur 24, 7 jours semaine pour vous. Fait que c'est important que les intervenants, la communauté aussi se sentent soutenus et c'est aussi notre rôle.
Je ne sais pas, Nancy, c'est la place, là. J'aimerais ça t'accompagner, j'aimerais ça nommer quelques petits facteurs de risque. C'est une petite minute, on peut? Oui, OK. Dans le fond, c'est sûr que quand on s'inquiète parce qu'il y a des changements de comportement, ils sont plus isolés, ou on s'aperçoit que s'il y a la consommation, il y a plein de choses qui fait que ça change. Ben moi, je pense que c'est de leur demander directement si comment ça va. As-tu des idées suicidaires? As-tu pensé à un moyen? As-tu pensé à un moment de faire ça? Quand vous allez appeler sur les lignes, c'est pas mal ça qu'on va vous dire. Les facteurs de risque. Hein, est-ce que tu dors bien? Tu manges-tu bien? Puis des fois, il y a une médication avec un suivi qui peut aider, qui peut changer la situation. Aussi, c'est de leur donner de l'espoir, de dire que c'est situationnel, ça ne sera pas toujours comme ça. D'être empathique. Hein, ils n'ont pas besoin de leur dire c'est pas correct, c'est vraiment de leur dire c'est situationnel, ça ne sera pas toujours comme ça. Puis je suis toujours là pour t'en entendre parler de ce que tu vis. Puis des fois, juste leur dire viens, on va être ensemble, leur passer le téléphone. Puis que le suicide, c'est pas une solution, c'est un manque de solution. Puis c'est ni un acte de courage, ni un acte de lâcheté. Ils sont tellement dans la souffrance, les gens qui ne voient plus qu'il y a des solutions. Parce qu'il y en a, mais ils ne les voient plus. Puis on est là pour leur faire voir, les proches, les intervenants, de dire ça ne sera pas toujours comme ça. Okay, merci. Wow. S'il n'y a pas d'autres intervenants, si Tiana. Je vais juste ajouter un mot. Parce qu'en fait, je vois Sonia Esther qui est là, puis je voudrais aussi, j'ai omis de souligner le travail des bénévoles également pour pouvoir nous aider dans différentes activités. Puis Sonia Esther fait partie d'une de nos bénévoles et on cherche à recruter toujours. Donc, merci d'avoir été là dans les différentes activités. Puis, c'est ça fait plaisir d'avoir du soutien de même. Voilà. Alors, avant la consacrer, j'en profite aussi pour dire merci à William. William, c'est le père de Tiana. Je pense qu'il vient de... Il vient de Martinique. Il vient de Martinique, ouais. Voilà. Merci d'être là. Merci aussi à Marcelo pour la captation. Un grand merci. On l'oublie souvent, mais voilà, merci. Alors, Monseigneur, peut-être un petit commentaire avant de passer à la pause café. Excusez-moi. D'abord, merci parce que vraiment, ça nous éclaire de voir tous les aspects qui sont portés par différentes personnes. Il y a toujours le défi de la communication, de l'information, mais aussi de l'éducation. Et j'étais en disant, nous les leaders dans notre réseau ecclésial, comment est-ce qu'on les sensibilise à être liés à ce réseau d'accueil, d'entraide et d'y trouver place. Parce que ça représente beaucoup de personnes, mais on n'est jamais trop. C'est du 24 heures, 7 jours. Quelque chose, on prend conscience. Et c'est aussi un réseau, moi, que j'apprends qui va référer à d'autres réseaux conscients de cela. D'où l'importance de personnes permanentes comme vous au cœur de cette œuvre, de ce défi. Et puis, on va continuer d'échanger, mais la question de l'éducation, continuer en notre propre milieu, je pense que c'est ce que je retiens pour relancer le défi aux équipes de notre diocèse, entre autres, du Bas-Saint-Laurent. Merci. Merci, Monseigneur. Alors, on vous invite au réfectoire pour prendre un peu de force et puis on va revenir dans une quinzaine de minutes. Merci. Le réfectoire, il est au sous-sol pour ceux qui s'approchent. S'il est en toilette, Et après, Et en même temps, c'est au service là, d'un travail ensemble, où on ne veut pas laisser aller les événements ou les fuir, mais coucher la douleur à travers vous, mais aussi rebondir. Comment rebondir? Vous avez mentionné aussi comment les personnes ont été là pour que vous renaissiez
progressivement, c'est pas terminé. C'est un processus que vous avez évoqué il y a eu un tournant à un moment donné, dire je reprends la vie. C'est comme ça honorer, je dirais, la mémoire qu'on ne veut pas oublier d'une personne aimée et aimante. Alors, merci de ce témoignage et plusieurs personnes, peut-être parmi nous, ça fait remonter des éléments de notre histoire et aussi vous qui êtes responsable d'un service, peut-être que bien des bénévoles ont été marqués par un passage de la sorte, mais ont été aussi interpellés à dire l'indifférence n'est pas une solution, ou la distance, parce qu'on devient soit distant ou même un peu indifférent parce qu'on ne veut pas souffrir soi-même, mais accompagner l'autre et être ensemble, c'est accepter une part de cette souffrance, mais la partager pour qu'elle ne prenne pas toute la place. Merci. C'était très beau, Madame Simon. Merci. Très touchant. J'ai juste une petite chose Oui. qui m'a aidé à passer, qui m'a aidé à passer au travail. C'est que il y a quelqu'un qui a été mis sur mon chemin en juillet l'année passée. Je sais qui l'a mis sur mon chemin. C'est mon amoureux qui est arrivé dans ma vie au mois de juillet. Et il m'a vraiment aidé à passer au travail. Et c'est là. Ben, je suis ravie d'entendre que vous avez eu du soutien, puis que vous êtes allé chercher du soutien aussi pour traverser tout ça, puis que vous avez encore du soutien. Votre histoire est touchante. Chaque histoire est touchante. Ma famille est là. Quand ouais. J'ai toujours un bon petit mot sur Messenger où on me dit courage, on me dit continue. Je suis fière de vous. On dit qu'une peine partagée est diminuée de moitié. Je vais conclure là-dessus. Si vous laissez la parole, puis si vous voulez intervenir, je vais venir vous donner le micro. Merci. Pour rappeler mon nom, c'est Laurence. Et je voulais vous remercier justement pour vos paroles. On en a parlé un peu pendant le café. J'avais mentionné le Talmud, qui est un des livres sacrés du judaïsme, qui dit que qui sauve une vie, sauve l'humanité entière. Et je suis étudiante en littérature. Parce que je considère qu'un mot, une parole, a autant d'impact que des gestes. Et vos paroles sont vraiment inspirantes pour moi parce que je sais que peut-être qu'au travers de vos paroles, vous inspirez quelqu'un à remettre son choix en question. Peut-être que vous allez apporter la paix à quelqu'un. On ne sait pas où ce panel va se rendre. Il y a quelque chose de vraiment sain, S-A-I-N-T, et S-A-I-N aussi, dans les deux sens du terme, parce qu'on vit dans un monde qui souvent cache la souffrance, qui souvent la met dans un coin et dit qu'il ne faut pas en parler, il faut être fort, il faut être solide, il faut être vaillant au combat et tout ça, alors qu'il y a tellement de pouvoir, selon moi, dans l'empathie. Il y a tellement de pouvoir dans le fait d'être calme et d'accepter sa faiblesse d'une certaine manière. Et ça me touche énormément parce que moi-même, j'ai tenté de prendre ma vie 2 fois, dans mon adolescence et dans ma vie de jeune adulte. Et ma foi était une partie importante de mon rétablissement, on va dire, d'une certaine manière, parce que quand on souffre de ça, souvent, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas de valeur et qu'on n'a pas d'impact dans le monde. Et c'est quelque chose que j'ai cru il y a vraiment longtemps. Et la foi catholique, du moins pour moi, ça dit que peu importe ce que tu as été voulu par Dieu. Tu as été créé enfant de Dieu et tu as été voulu comme ça. Et moi, c'est ce qui m'a aidé à regagner ma valeur, ma dignité. Et donc, je dis pas que tout est réglé. Au contraire, c'est un processus à finir.
C'est un processus qui, et le Seigneur me donne la grâce de pouvoir bénir pour ma vie tous les jours, et c'est un miracle extraordinaire. Et donc, de la part de quelqu'un justement qui a pensé, et qui est passé très proche, je voulais vous dire merci, puis vous encourager dans ce processus-là, dans cette souffrance-là. Et merci d'oser être vulnérable dans un monde qui ne récompense pas la vulnérabilité. Alors, je voulais simplement vous dire merci, puis partager un peu. Merci Laurence. Merci Madame Simon. Merci à votre famille qui vous accompagne. Alors, si vous voulez prendre la parole pour échanger, Monseigneur a parlé de rebondir. Je pense que... Moi, je suis surpris parce que c'était quelqu'un qui se réalisait, qui avait beaucoup de potentiel, qui le mettait en action. Moi, personnellement, j'étais dans la Sûreté du Québec, puis j'ai travaillé particulièrement dans les chaleurs, les enquêteurs, puis j'ai eu à vivre... je suis arrivé sur plusieurs suicides. Souvent, comme Madame disait, les gens autour étaient surpris parce que souvent, dans les derniers jours, les derniers moments de leur vie, tout était beau pour eux autres. C'est à voir si leur décision était prise de leur fin, ils préparaient leur fin, je ne sais pas. Merci, Madame, pour votre témoignage. Merci. Merci beaucoup. Merci, Jacques. D'abord, je vous remercie parce que on est témoin. Et quand on devient des témoins, c'est parce que la vie est là. Et moi, en vous écoutant, je garde pour moi quelque chose que c'est très important pour pouvoir partager avec nos frères et sœurs qui vivent dans différentes situations. Et ce que, par exemple, ton fils a laissé un grand héritage. Et c'est important d'aller chercher cet héritage parce que c'est ça que la vie de lui va être féconde. Aujourd'hui, sa vie est féconde pour vous, madame, parce que vous nous partagez ce que vous avez vécu. C'est vrai qu'il y a la souffrance, mais aussi on doit regarder tout cet héritage pour pouvoir maintenant aller vers l'humanité. Et c'est là qu'on devient non seulement des témoins, sinon des personnes qui vont donner vie à un autre. Et aujourd'hui, avec votre témoignage, vous nous donnez la vie. Et c'est double. Ta vie, la de ton fils. Merci. Oui, je vais parler fort, mais après, c'est une convention. Je suis le père de Chana. Je suis venu ici, fêter mon anniversaire avec elle. Donc maintenant, je suis une vieille personne. Parmi toutes les choses que j'ai pu faire, j'ai pas mal travaillé déjà en Pologne. L'enseignant, en lycée professionnel, c'est des choses pour des enfants un peu défavorisés. Et j'ai travaillé donc sur les histoires de toxicomanie, la Martinique, et on avait un groupe à 4 dans un centre dont personne ne voulait, de commune en commune, personne ne voulait ce centre de réhabilitation
réhabilitation, il a terminé dans un hôpital, ce qu'on ne voulait pas. Et on avait un groupe de parole de parents, de toxicomanes, ou crack. Le crack a d'abord commencé dans les Antilles avant de se répandre autre part. Et nous, ce que nous disions aux parents, donc ils venaient, le groupe s'appelait La Traite. Et ce que nous disions aux parents, tout ce que vous pouvez faire, parce qu'on avait des parents qui quelquefois montaient de la mangrove, allaient chercher leurs enfants qui étaient au crack. C'est un milieu très dangereux, la mangrove, c'est très très violent. Et on leur disait que c'est très bien ce qu'ils font, mais que ce ne sont pas nous les parents qui pouvons aider les enfants. Et c'est pour ça que l'organisme Centre de prévention du suicide, tous les organismes annexes sont à la fois plus habilités que les parents. On dit aux parents que, en fait, il n'y a pas de croix à porter. Ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience dont je vais vous parler, que j'ai quelques amis qui ont perdu leurs enfants de manière dramatique. Parce qu'on est dans les Antilles françaises. Hein. Il y a pas mal de meurtres, de plus en plus de meurtres entre jeunes, beaucoup moins que les Antilles anglophones. Et j'ai une amie avec laquelle je travaille depuis 15 ans, qui est aussi plasticienne. Et on travaille, son travail et le travail que je fais avec elle, c'est sur ces moments de, vous appelez ça la vie, sur les moments de joie qui peuvent nous surprendre malgré la perte de notre chair. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi travailler. Bon, c'est la notion de joie qu'on retrouve dans Spinoza. C'est-à-dire qu'on se demande à un moment comment se fait-il qu'après tant de malheur, je ressente encore de la joie, de la vie. Et donc on travaille sur quelque chose-là, les deux expériences parallèles dont je vous parle, c'est que même si le parent est prêt à se sacrifier, comme il disait, entrer dans la mer et partir, c'est bien de parler que quelqu'un d'autre parle à notre place. Pour la personne en difficulté, et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on peut être surpris, et avec mon ami avec qui je travaille, on peut être surpris, même quand dans sa peinture, il y a au départ c'était très violent, la peinture, elle s'est apaisée, même si le souvenir du fils est là, et maintenant elle dit oui, c'est tous les jours elle est avec moi, et cela ne m'empêche pas d'être joyeux sur d'autres choses. Il faut beaucoup de temps pour ça. Là, c'est les deux expériences parallèles, je voulais vous parler. Je ne sais pas si j'ai parlé assez pour vous. Alors peut-être deux dernières interventions avant de donner la parole à Nancy, puis à l'abbé Adrien et Monseigneur Maclotio. Mais moi, le constat que je fais, c'est que l'esprit est toujours là pour nous soutenir, pour nous aider. Et l'expérience de la foi, comme disait notre sœur, est vraiment capitale aussi pour ces moments-là. J'étais jeune étudiant, mais je vivais une situation de crise comment on appelle là, de la nuit de la foi. Ouais, c'est vraiment terrible, cette expérience-là. Tu as l'impression que toutes tes convictions, tes bases spirituelles là, s'effondrent. Et pour moi, c'était inacceptable parce que toute ma vie est centrée sur Dieu. Et donc, arriver à cette nuit de la foi où tes assises sont ébranlées, ça n'avait pas d'allure. Mais je ne trouvais pas de chemin pour m'en sortir. Ce à quoi je veux m'accrocher, il n'y a rien qui tient. Les credos et autres, à ce niveau-là, les credos et autres, rien ne tient. Même la parole de Dieu, tu trouves une parole, l'ennemi va te trouver une autre parole pour contredire la parole que ce à quoi tu veux t'accrocher, un peu comme une goutte de sauvetage à laquelle tu veux t'accrocher, et puis l'ennemi enlève ça. Ça dit que tu n'as pas d'accroche. Alors, une nuit,
j'ai eu comme une présence obscure qui disait, pour me narguer, qui dit, mais dure épreuve, c'est l'ennemi, sous forme, ce qu'on appelle Satan et autres, là, qui vient me narguer, qui vient se moquer pour dire, autrement dit, tu ne vas pas t'en sortir, dure épreuve. Ah, c'était très compliqué. Mais j'étais dans l'adoration, beaucoup de méditation, beaucoup de prières. Et toutes les personnes que je rencontrais me disaient, ben, tu es dans la bonne voie, continue. Mais à quel moment je vais m'en sortir? Je ne savais pas. Est-ce que ça va durer des années? Je ne savais pas. Et un beau jour, une belle nuit, pardon, j'ai reçu cette parole de la part d'un ange. C'est pourquoi je fais ce témoignage. Le psaume 40e. Donc, l'ange m'est apparu et il m'a fait cette belle lecture-là. Pourquoi tu es désolé? Il a commencé par pourquoi tu es désolé, mon âme, et gémis sur moi. Espère en Dieu, je le louerai encore. En tout cas, sa présence m'a fortifié, ça m'a réconforté. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, ben, cette parole-là, il me semble que je peux la trouver quelque part dans la Bible. Donc j'ai feuilleté, je suis allé dans les psaumes, et effectivement j'ai pu trouver le psaume en question. Donc j'avais eu, pendant ma période de désert de traversée, je l'ai eu constamment avec moi. Et puis bon, il y a eu d'autres révélations qui ont suivi, et puis je suis sorti de cette nuit de la foi. Mais en étant rempli de beaucoup plus de force et de puissance, comme le Seigneur me l'avait prédit. Je suis à côté du prophète Élie. Le prophète Élie, comme le Seigneur me l'avait prédit. Donc quand je suis arrivé là, et puis on commence à dire, mais comment se fait-il qu'il a pu trouver ce son que j'ai reçu en révélation quand je traversais ma nuit de la foi qui était. Et je vous dis clairement, s'il n'y avait pas ce côté de la présence de Dieu, peut-être que vous n'allez pas me trouver ici aujourd'hui, ou bien je n'allais pas me trouver ici aujourd'hui parce que je ne trouvais plus de raison de continuer. Mais le Seigneur m'a dit non, tu vas t'en sortir. Et c'est ça qui a fait la différence. Bravo. Est-ce que vous avez quelque chose? Vous avez vu en mot? Oui. Alors, oui. Donc ça va nous permettre, ça va être la dernière intervention. Puis on passera la parole à Nancy parce qu'on veut rebondir, aller de l'avant. Puis M. Laberry, on va faire une synthèse et Monseigneur va procéder à la clôture. Moi, je suis le conjoint à Madame. Pour vous dire que Madame, elle a toute une force de caractère. Parce qu'elle a mis sur pied un emplacement pour les gens qui pourraient peut-être être suicidaires à un moment donné. J'ai dit, je prends toute une mère pour faire ça. T'sais. Puis, justement, parce qu'elle ne veut pas que son fils soit parti pour rien. Ça, c'est une belle marque d'amour. Une belle marque d'empathie, surtout, pour tous ceux qui pourraient vivre une situation semblable. Donc, elle a passé cette année-ci là, à mettre sur pied un sentier spécial pour son fils et pour ceux qui auraient l'idée de peut-être envisager le même procédé que son fils a fait. D'après moi, ça va aider énormément, surtout pour les années à venir. Puis ceux qui vont prendre conscience de ce sentier-là, si c'est bien affiché, parce que ça dit.
Ça dit beaucoup de choses. Donc, je voulais vous dire ça, que madame, c'est une femme exceptionnelle. Une mère exceptionnelle. Une mère exceptionnelle, une mère surtout amoureuse de ses enfants. Puis, elle vient d'en faire là. Ouais. Donc, c'était ça mon témoignage. Merci. Donc, merci Madame Simon, merci à vous, son conjoint et je pense à ta belle-sœur. Ta sœur, voilà, merci à vous. Alors, nous allons remettre la parole à Nancy. Merci encore à vous au centre, Diana. Merci Jacinthe. Puis après vous, ça va être la synthèse de M. l'abbé Adrien Edouard. Un grand merci encore, Monseigneur, de nous avoir accueillis et d'avoir permis la tenue de cet événement. Je ne pouvais pas ne pas rebondir sur ces témoignages tellement pleins d'amour émouvant qui me rappellent à quel point notre travail est important. Hein, d'agir en prévention, mais d'agir quand l'inévitable est déjà arrivé. Pardon, d'être là puis d'apporter du soutien. Alors, je vous dirais que Jean à la maison, présentement, vous n'avez pas la chance d'être avec nous, mais l'émotion est palpable dans la salle. Alors, à la suite de tous ces beaux témoignages d'espoir, j'aimerais juste vous rappeler que le Centre de prévention du suicide est là pour vous. On ne vous oublie pas. En composant le 1-866-277-3553, vous allez avoir de l'aide. Ne restez pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a toujours une main tendue, la nôtre aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vos différentes interventions nous font prendre conscience que le suicide est un sujet délicat. Oui, c'est un sujet qu'on doit aborder à tâtons, car les raisons qui conduisent au suicide ou y font penser sont multiples et différentes d'une personne à une autre. De la même façon que chaque être humain a sa personnalité, chaque être humain également a sa façon de voir la vie, de comprendre la vie, de l'embrasser ou de la repousser selon son expérience passée, sa réalité présente, ses attentes futures. Qu'en est-il du suicide? D'abord, il faut comprendre que le suicide n'est pas un refus de la vie. Il est plutôt un refus de la souffrance. Une personne qui pense au suicide ne veut pas arrêter de vivre, mais elle veut arrêter de souffrir. Ensuite, il faut comprendre que le désespoir est à la base du suicide, quelle que soit sa cause. Maladie incurable, peine d'amour, solitude, mésestime de soi, rejet, taxage. Face à une maladie sans espoir de guérison, on peut penser au suicide. Ne pas s'aimer, se considérant laide, indigne d'être aimé, peut pousser une personne au suicide. Être seul face à l'échec, être incapable d'affronter les difficultés de la vie, faire des efforts pour s'en sortir sans y arriver, peuvent être des raisons qui font penser au suicide. Dans les pays dits développés, on assiste tristement à une pratique qu'on pourrait appeler une culture du rejet
comme l'a dit le pape François. Et l'individualisme devient le poison de la société moderne. Être taxé, marginalisé, étiqueté, c'est-à-dire ne pas être accepté comme on est et pour ce qu'on est, se sentir déshonoré peut pousser une personne au suicide. Cependant, quelle que soit la raison qui pousse une personne à penser au suicide, le désespoir est à la base de cette pensée ou de cette décision quand on est déjà passé à l'acte. L'amour inconditionnel, se sentir aimé sans condition, ouvre largement l'horizon de la vie et donne des ailes pour voler loin, très loin. L'espérance d'un lendemain meilleur est un antidote puissant contre le suicide. Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, « L'espérance ne déçoit pas. » L'espérance ne déçoit pas. Elle ne peut pas décevoir, car elle repose sur une promesse qui vient de Dieu. Elle repose sur la certitude d'avoir été choisi par Dieu et d'être aimé tel qu'on est. Elle est différente de l'espoir qui est humain, qui repose sur ce que l'on connaît, ce que l'on attend. L'espoir est de l'ordre terrestre, conjoncturel, et il est limité dans le temps, tandis que l'espérance dépasse le visible. L'espérance dépasse le temporel. L'espérance est divine. Elle est basée sur du solide, c'est-à-dire sur Dieu qui est toujours fidèle à ses promesses. Et la plus sublime de toutes ces promesses est celle de son amour éternel. Je vous ai aimé d'un amour éternel. Je vous ai chéri comme la prunelle de mes yeux. Dès le sein maternel, je t'ai aimé, je t'ai choisi, je t'ai appelé. Nous dit-il par la voix des prophètes Osée, Jérémie et Isaïe. Même si père et mère m'abandonnent, dit le psalmiste, Dieu ne m'abandonnera jamais. Dieu me recueillera toujours. Père et mère m'abandonnent, le Seigneur m'ouvre ses bras. Saint Paul nous dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ, sauf notre volonté personnelle de nous éloigner de lui. Oui, avoir la conviction d'être aimé par Dieu, d'être important pour Dieu, d'être beau, belle à ses yeux, est une force qui permet de traverser beaucoup d'obstacles, de renverser bien des barrières. Voilà ce que nous voulions vous dire. Nous ne sommes pas des spécialistes
en matière de prévention du suicide. Les spécialistes sont ici, sont ailleurs. Dans l'Église, nous ne sommes pas des spécialistes là-dessus. Cependant, nous pouvons offrir à toute personne ayant fait l'expérience du suicide, pensant au suicide, accompagnant d'autres personnes qui vivent cette réalité, ce que nous pouvons leur offrir, c'est le témoignage de notre conviction que l'espérance désarme le suicide. Oui, nous pouvons offrir aux familles éprouvées ou aux personnes pensant au suicide le secours de la grâce, le secours de la foi, le roc de l'espérance sur lequel elles peuvent toujours s'appuyer. Quelqu'un peut ne pas être d'accord avec moi. Je lui demanderai cependant s'il a déjà essayé de s'approcher d'une personne capable de lui offrir le secours de la grâce, de la prière, de l'espérance. Aux apôtres découragés suite à la mort de Jésus, à Thomas en particulier, qui ne voulait pas croire à sa résurrection, Jésus ressuscité leur est apparu et leur a dit: « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Cela veut dire que la foi apporte un bien-être intérieur. La foi rend heureux. Elle est une force, une puissance qui permet de surmonter les difficultés de la vie. Ce que Jésus avait dit aux apôtres est vrai également pour nous aujourd'hui. Heureux ceux et celles qui croient à l'amour, qui croient à la beauté, qui croient à la bonté humaine. Merci. Merci. Je ne dirais pas que tout a été dit, mais pas loin. C'est pas le mot de la fin, c'est vrai que j'ai pas de mot final, sinon de remercier chacun dans l'implication que vous avez apportée, à la fois personnelle et puis le témoignage qui nous permet de bâtir ensemble un signe d'espérance. Signe d'espérance personnelle et communautaire. Quand la communauté retrouve espérance, l'individu reçoit de l'espérance. Puis quand, comme individu, on ouvre nos situations, même nos fragilités, comme on énonçait, ou nos souffrances, eh bien, puis il y a des portes qui s'ouvrent et des solutions nouvelles, des solutions qui ont à mûrir. Je parlais avec Nancy. L'histoire du centre de prévention au Bas-Saint-Laurent a évolué. Ce n'est pas ce qu'il y avait il y a 20 ans. Il y a des choses qui ont continué, mais l'essentiel, c'est de voir que c'est mûri la complexité. Dans la complexité de ces situations, c'est mûri un réseautage et aussi de la créativité, de l'inspiration, pour que toutes les dimensions de l'humanité soient rejointes. Dimension de détresse, mais aussi dimension de capacité de rebondir les uns avec les autres et les uns pour les autres. Alors, je trouve ça riche, l'histoire de ce service qui veut parler et engendrer de la vie plus forte que la mort. C'est ce que je ressens. En même temps, ça continue. C'est pas surprenant. Quand ça confronte un sujet, eh bien, on ne veut pas trop en parler. En même temps, on ne veut pas trop
sais pas pour quelle raison, on a peur de laisser monter la douleur. Bon, peu importe, il y a là un signe qu'on a à lutter contre le fait je dirais, d'enfermer des réalités, alors qu'on est appelé à ouvrir tout le réel, a été appelé à nous conduire dans une œuvre de vie, de salut, de résurrection, de soutien, d'entraide et d'avenir. Quand on ferme des sujets, c'est parce qu'on n'est pas bien soi-même ou bien parce qu'on ne veut pas travailler aux solutions qui nécessairement demandent du travail, de l'interpellation, de la vigilance, mais plein de talent en même temps. Parce qu'une personne seule peut pas, vous ne pourriez pas être tout seul, hein? On l'a bien réalisé que vous faisiez un réseau et puis que c'est dans ce réseautage que se construit, je dirais, un pont qui fait traverser, je dirais, du découragement à l'espérance, sur la nouvelle rive, un pont, plutôt que d'avoir un fleuve infranchissable. Alors, il y a des beaux ponts qui ont été exprimés. Donc, je souhaite que, comme disait le pape François, qui a toujours été un créateur de ponts, et il a décédé il y a un mois, mais pour moi, il reste une grande inspiration. Il disait ceci: regardez l'avenir avec un cœur confiant. Un cœur confiant, c'est un cœur qui, en connaissant la fragilité humaine, c'est les possibilités du cœur humain quand il est ouvert les uns par les autres. Hein. Donc, un cœur confiant, une intelligence clairvoyante. Les sentinelles sont un peu cette intelligence clairvoyante, cette présence clairvoyante sur des signes de détresse, mais aussi sur des pas d'espérance, en ouvrant des portes, en donnant, je dirais pas des solutions magiques et toutes faites, mais en proposant, même dans la brume, d'avancer avec. Enfin, un esprit ouvert les uns les autres. Il y a un mystère dans chaque personne. Moi, c'est ça que je réalise, mais on ne peut pas dire, parce que la personne est mystérieuse, imprévisible, qu'on peut ne pas comprendre. Non. On peut comprendre une partie de la personne, mais elle a une part de son mystère, de sa liberté, et ça, des fois, on n'en saisit pas toute la dramatique ou la profondeur des hauts et des bas de la vie. Ça, c'est respecter la personne, et c'est pas condamner la personne. Donc, il n'y a pas de place à condamner. Il y a déjà tellement de culpabilité autour de cette situation quand les gens sont touchés directement ou plus ou moins directement. Hein. Et donc, un esprit ouvert, c'est un esprit qui condamne pas, mais qui dit la personne, on la réduit pas non plus à une situation. Il faut une situation mal terminée, mais une personne, c'est plus grand qu'une situation. C'est toute la personne qu'on veut pas perdre de vue, qu'on veut réapprivoiser, avec qui on veut rester en lien, et avec qui on reconnaît des dons de vie. Vous parliez de votre fils, hein? Il donnait de la vie autour de lui, à son travail, et tout ça. Alors, une personne ne peut pas être réduite. C'est pas en train de justifier, je dirais, un acte qui est un petit peu sans retour, à quelque part, mais c'est de dire que la grandeur de chaque être humain, la grandeur aussi d'une humanité qui se tient debout devant la détresse ou qui s'aide à se relever ensemble. Ce n'est pas un acte de volonté, c'est un acte d'amour mutuel. Hein? Oui, il y a une entraide là-dedans, parce qu'on peut rester affaissé. Une famille peut rester, je dirais, paralysée jusqu'à la fin dans ça. Alors, je souhaite que dans notre réflexion, mais aussi dans notre pouvoir d'intervention auprès de leaders, c'est ce que je parlais un peu tout à l'heure avec nous l'autre, nous ayons le souci d'informer, mais aussi de voir les possibilités de formation et de collaboration à l'œuvre, je dirais, de milieu de vie. Toutes ces situations demandent à renaître comme milieu de vie. Et même les personnes qui ne sont pas directement touchées, je me rappelle avec le type qui a foncé sur des gens à Mkoui, là, c'était tout un milieu qui était blessé puis qui goûtait l'amertume et la mort, même si c'était pas directement quelqu'un qui avait été frappé par le camion, là, bélier. Alors, renaître comme milieu de vie, c'est faire renaître les personnes à leur propre vie aussi. Pas laisser aller les choses en tentant d'oublier, bon, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Ça marche pas comme ça, la vie. Hein. Les cicatrices deviennent un rappel qu'il nous faut guérir ensemble. Bonne fin de jubilé, de journée. Merci encore de votre contribution. On n'a pas tout dit, mais en même temps, on a marché ensemble
ce matin, je vous remercie beaucoup, chacune et chacun. Vous êtes des multiplicateurs d'espérance et continuons aussi de reconnaître ceux qui le sont autour de nous et pour que la vie connaisse toujours un printemps. On le voit là, surgir. Bien sûr qu'il pleut un matin, mais je vois les feuilles, moi. On peut voir la pluie, mais on peut voir les feuilles. Ils ont changé depuis une semaine. Alors ça, c'est l'espérance que chaque printemps apporte. Merci. Que le Seigneur nous bénisse de tous ces échanges et nous donne la joie de continuer. Amen. Amen. Je vous invite à prendre une photo de famille. Ah oui. Pour souvenir en même temps. En même temps qu'on écoute le beau chant. Et puis à la fin, vous pouvez faire un tour au réfectoire parce qu'il reste pas mal de choses. Vous pouvez grignoter un peu, prendre un peu de jus pour la haut. Oui, c'est beau. Merci. Donc je vous invite à vous rapprocher. Merci Marcelo. Merci beaucoup. Je pense que même si YouTube a arrêté le direct, on pourra, je pense, diffuser des capsules. Normalement. Exactement. Peut-être. Voilà. Merci Marcelo. Où est-ce qu'on pourrait faire la photo de famille? Si. Oui. Ici, oui. Vous pouvez vous rapprocher de mon Seigneur, s'il vous plaît.